Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine économique, au rendez-vous économique, une émission produite par le groupe Croissance et, comme vous savez, diffusée par Radio et Télé Métropole le dimanche après-midi à 3h et le dimanche soir à 7h, émission disponible sur YouTube et sur l'application de Radio et Télé Métropole. Nous poursuivons avec la série sur les situations difficiles pour des pays au niveau de la Caraïbe, particulièrement Haïti. Comme vous savez, on a subi 2 séismes en moins de 15 ans et des dégâts assez importants. Donc, quand on parle maintenant des cyclones, des ouragans, c'est chaque année, la saison est assez longue en quelque sorte. Et après avoir discuté du PDNA avec le représentant humanitaire du PNUD des Nations Unies en Haïti, nous allons du côté de Washington DC avec l'économiste senior de la Banque mondiale, l'une des économistes, à savoir Julie Rosenberg, pour discuter d'un dossier extrêmement intéressant, un document publié récemment par la Banque mondiale, Résilience à 360 degrés, un guide pour préparer les Caraïbes à une nouvelle génération de chocs. Madame Rosenberg, merci de répondre à ton invitation. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, comme je disais, un document très approprié pour Haïti, car nous subissons régulièrement ces chocs. Et j'ai bien aimé comment, du côté des Nations Unies en Haïti, on refuse de parler de désastres naturels, car on peut éviter d'importants désastres, on peut anticiper tout ça. Et je crois que ce document, la résilience à 360 degrés, ça peut nous aider en quelque sorte. C'est quoi résilience à 360 degrés? Alors, ce qu'on a voulu faire avec Sport sur la résilience à 360 degrés, c'est vraiment regarder ce qu'on sait jusqu'à présent sur les impacts des chocs liés aux catastrophes naturelles dans les Caraïbes. Donc, on a regardé les impacts par le passé, on a regardé les modélisations qui existent aujourd'hui sur les probabilités dans les Caraïbes d'être atteints par différents types d'aléas naturels, et on a aussi regardé le futur du changement climatique dans les Caraïbes. On a aussi regardé les impacts des chocs liés à la santé et des chocs économiques sur la région, parce que la région est malheureusement aussi vulnérable à des chocs économiques, de par le fait qu'en général, les pays sont dépendants de quelques secteurs, en particulier l'agriculture et le tourisme, et que ces secteurs sont très vulnérables aussi, pas sur les marchés mondiaux des produits alimentaires, sur la demande mondiale de tourisme. Et on a vu avec la pandémie et la crise du Covid-19 que les pays pouvaient aussi être, bien entendu, plus vulnérables que le reste du monde à ce type de crise mondiale. Si on devait regarder la situation en Haïti de 2010 à 2021, évaluant particulièrement les chocs les plus importants, le tremblement de terre de 2010 et le cyclone Matthew en 2016 et le dernier en date, le séisme du 14 août 2021, ça fait plus de 10 milliards de dollars américains qui sont envolés. Et vous savez, un pays pauvre comme Haïti, ça a été lourd. Donc on aime bien le nouveau concept que vous développez à la Banque mondiale, à savoir petit État insulaire en développement. Mais on sait que vous avez un autre concept qui intéresse Haïti particulièrement, à savoir des pays fragiles, conflictuels et violents. Comment pourrait-on placer Haïti dans ce rapport de cette étude que vous venez de réaliser? Alors, c'est intéressant parce que donc, Haïti rencontre tous les problèmes que l'ensemble des pays des Caraïbes, mais dans un contexte encore plus compliqué à cause, comme vous l'avez dit, de ce contexte de fragilité et de violence. Et de pauvreté extrême, qui fait que les impacts des catastrophes naturelles ou du changement climatique sont vraiment décuplés en Haïti par rapport au reste des pays des Caraïbes qui déjà sont considérés comme très vulnérables à cause de leur taille et de leur capacité à répondre à des vents qui peuvent détruire une partie très importante du capital, comme vous l'avez dit, à l'intérieur du pays. Et c'est vraiment un chiffre qui m'a frappé quand on a regardé certains chiffres sur Haïti, c'est qu'on calcule ce qu'on appelle des coûts sociaux, des pertes de bien-être liées aux catastrophes naturelles, qui prennent en compte la capacité des ménages et des entreprises à récupérer leur niveau de consommation suite à un choc. Et ça nous permet donc quand on calcule ces pertes de bien-être, on se dit qu'en Haïti, elles sont
17 fois plus élevés que les pertes en capital, c'est-à-dire la destruction des infrastructures ou des bâtiments, qui est ce qu'en général qu'on quantifie. Donc quand vous dites au cours des 15 dernières années, c'est 10 milliards construits, en réalité, si on regarde les coûts, c'est bien plus, puisque ce sont les plus pauvres qui sont les plus vulnérables et les plus touchés par ces et qui vont avoir beaucoup plus de mal à revenir, à rebondir suite à ces chocs. Donc, si on regarde la Caraïbe, puisque c'est cette zone que vous analysez, il y a des risques assez importants qui soient économiques et naturels. Donc, il faudra apprendre à gérer ces risques, à minimiser ces risques, parce qu'on ne peut pas vraiment en sortir, puisque nous sommes là, et il y a des problèmes cycloniques, je pourrais dire, chaque année, et notre monétaire, ça arrive également, il y en aura d'autres. Donc, quelles sont les principales... Bon, avant d'aller aux recommandations, quelles sont les caractéristiques à savoir pourquoi ces risques sont extrêmement dangereux pour les pays de la Caraïbe? Alors, il y a une caractéristique des pays des Caraïbes et de particulier, c'est que comme les pays sont petits, ils sont obligés de se spécialiser dans quelques secteurs pour lesquels ils sont coopératifs, puisqu'il n'y a pas assez de gens disponibles pour vraiment développer beaucoup de secteurs. Et une stratégie qui a beaucoup de sens en temps normal, c'est de, par exemple, dépendre beaucoup de l'agriculture ou du secteur du tourisme. Et ça marche assez bien. Le problème, c'est que ça rend les pays aussi très vulnérables au choc, puisque l'agriculture, par exemple, c'est un secteur qui facilement subit des destructions lors d'une catastrophe naturelle. Pareil pour le tourisme, qui est dominant dans beaucoup de pays des Caraïbes, pas forcément Haïti, mais... Et en Haïti, c'est 30% et 60% de l'emploi qui sont dans l'agriculture, qui rendent le pays particulièrement vulnérable. Ce qui voudrait dire que les secteurs économiques ou dans lesquels, je voudrais dire, ces pays ont des avantages comparatifs, le secteur touristique, l'agriculture, les matières premières, sont les secteurs les plus sensibles également aux risques naturels? Tout à fait. Risques naturels, chocs économiques aussi sur les marchés mondiaux, puisque quand il y a des chocs de prix sur les marchés des commodités ou des denrées alimentaires, ça impacte aussi directement les pays Caraïbes. Et le tourisme, c'est intéressant parce que le tourisme a été extrêmement impacté par la pandémie, bien sûr, mais est vulnérable à l'avenir aux impacts du changement climatique. Le tourisme des Caraïbes en particulier dépend beaucoup des plages de sable, et que les plages de sable sont érodées petit à petit si rien n'est fait par le niveau de la mer. Et donc c'est un risque majeur pour la région, puisque sans ces actifs, en quelque sorte ces plages qui sont ce qui attire les touristes, la demande de touristes pour la région pourrait descendre. Après il y a des solutions, hein, mais c'est un risque important. Tout à fait. Et là, les chiffres que nous avons analysés récemment après la publication de l'évaluation des dommages, pertes et besoins pour Haïti après le séisme, et les chiffres sont là, nous avons subi considérablement dans le secteur du logement, nous avons perdu plus de 800 millions de dollars américains, dans la santé plus de 19 millions de dollars américains, l'éducation plus de 300 millions de dollars américains, sécurité alimentaire dépendant de l'agriculture, et nous parlons de 27 millions de dollars américains, le secteur agricole, et plus de 43 millions de dollars américains. Donc lorsqu'on prend tous ces chiffres, plus de 160 milliards de gourdes de pertes, dommages. Donc pour une petite économie, on en parlait fragile, conflictuelle et violente, comment s'en sortir? Et qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on a analysé Haïti particulièrement dans ce rapport? Oui, alors on regarde 17 pays de la région et on trouve pour chaque pays un profil du pays et un diagnostic du progrès qui a été fait jusqu'à présent pour avancer dans la construction de cette résilience. Ce qu'on a trouvé en faisant l'analyse du rapport, c'est que les pays des Caraïbes, par leur histoire et le fait qu'ils ont été déjà par le passé exposés à beaucoup de catastrophes naturelles, ont déjà construit un niveau de résilience relativement élevé. Et en Haïti, si on regarde le progrès qui a été fait jusqu'à présent, on voit que ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites.
pour apprendre à mieux gérer ces catastrophes naturelles. En revanche, effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, à travers ces profils pays, on propose un système en fait, de feux tricolores qui montre pour 5 piliers de la résilience peuvent être les priorités pays. Donc, il y a des indicateurs bien précis pour qu'Haïti, à savoir les leaders, qu'ils soient au niveau gouvernemental ou encore même au niveau privé, parce qu'ils sont des victimes également. On peut utiliser ces indicateurs, faire un benchmarking, à savoir une analyse comparative avec les autres pays, pour que nous soyons beaucoup plus résilients et faire face à ces crises. Exactement, c'est exactement ce qu'on a fait pour ce rapport. Okay. Et donc il y a une partie des indicateurs, il y a une comparaison avec le reste de la région, et une partie des indicateurs qui est ce que l'expert sectoriel avec les pays ont décidé comme étant des objectifs raisonnables pour construire la résilience d'un secteur ou d'un ménage, par exemple. Il y a un tableau qui est très intéressant qui nous montre que de petites économies, parce que la taille d'Haïti, puisqu'on parle de petit État, Haïti reste comme, tout est relatif. Haïti reste quand même par rapport à des pays sans vouloir faire une discrimination comme Antigua et Barbuda, Saint-Martin, Saint-Kitts et Nevis. Haïti reste quand même un pays assez important en taille, que ce soit physique ou encore en population. Mais ces pays ont un revenu beaucoup plus élevé qu'Haïti. Et même les pays à revenu moyen, lorsqu'on parle de la Jamaïque, de la République dominicaine, et ils arrivent quand même à subir ces chocs. Donc, est-ce qu'on peut faire une corrélation, à savoir le faible revenu d'Haïti et, bien sûr, les catastrophes naturelles que nous n'arrivons pas à gérer? Certes, on verra qu'il y a de man-made disasters, à savoir les problèmes politiques, mais est-ce qu'on peut avoir un poids, une pondération pour voir comment ça pèse sur Haïti pour avoir le revenu per capita le plus faible de la région à cause de ces catastrophes naturelles? Alors, c'est difficile d'avoir une relation exacte entre le nombre de catastrophes naturelles et l'impact de ces catastrophes naturelles et le niveau de revenu. En revanche, on trouve quand même, on a quand même certaines études qui montrent que Haïti, par exemple, est des pays de la région qui est plus exposés à des catastrophes ces 20 dernières années. 83 catastrophes naturelles, c'est plus que la majorité des pays de la région. Et on a aussi des études qui montrent que, alors que la plupart des pays de la région ont tendance à avoir un regain de croissance 1 an ou 2 maximum après une catastrophe, suite au séisme de 2000, il a fallu beaucoup plus d'années à Haïti pour rebondir. C'est-à-dire que 6 ans plus tard, on voyait encore des impacts sur la croissance PIB suite au séisme de 2010 à cause de l'amplitude des impacts du séisme. Après, ce qu'on voit aussi, c'est un impact de ces catastrophes naturelles sur les taux de pauvreté. Puisqu'en fait, les catastrophes naturelles peuvent générer des cycles vicieux dans lesquels les gens, les plus pauvres en particulier, perdent leurs sources de revenus, quand par exemple leurs sources de revenus sont des animaux ou des terres agricoles. Et suite à ça, s'ils ne reçoivent pas les aides nécessaires pour pouvoir reconstruire leurs sources d'actifs, alors ils vont rester pauvres et ça peut se transmettre d'une génération à l'autre et c'est difficile de s'en sortir sans aide extérieure. De toute façon, l'instabilité politique influence quand même la gouvernance, la gestion des catastrophes naturelles, la prévision, je pourrais dire, et vous parlez de cercles vicieux, donc ça nous donne des problèmes beaucoup plus importants par rapport à un pays qui a la stabilité politique et qui a une croissance économique et qui a une gestion budgétaire beaucoup plus intéressante pour faire face à ces catastrophes naturelles. Effectivement, ça c'est complètement vrai et je pense que le résultat qu'on trouve aussi sur le fait que certains pays ont une croissance au bout d'1 an ou 2, qu'en Haïti en 2010 on a vu que ça avait mis beaucoup plus longtemps, c'est aussi parce que le gouvernement n'a pas forcément les outils en place pour gérer la crise correctement, reconstruire à temps. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été détruites en Haïti qu'il a fallu plus d'1 an pour reconstruire, c'est-à-dire que du coup les élèves n'ont pas eu accès à l'éducation. Et ce type de délai, on a vu ça aussi en crise de Covid, même quelques mois
sans aller à l'école, ça a un impact sur les revenus d'une personne pour toute une vie. On a quantifié pour le rapport que 7 mois sans pouvoir aller à l'école à cause de Covid pouvait réduire les revenus toute d'une personne de 5% chaque année. Ce qui, en cumulé, est quand même assez important. Vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique sur Radio et Télémétropole. Notre invitée, Mme Julie Rosenberg, à partir de Washington DC à la Banque mondiale pour analyser ce dernier rapport qui intéresse particulièrement Haïti. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou ka mettre dans obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique sur Radio et Télémétropole chaque dimanche 3h et 7h, une émission qui sera disponible sur YouTube. Nous sommes en direct de Washington avec l'économiste senior de la Banque mondiale pour analyser un rapport sur la zone des Caraïbes, les chocs que nous subissons au niveau naturel et les risques économiques et naturels que ça pose pour la zone. Et Mme Rosenberg, vous avez analysé avec nous la première partie ce qu'est ce rapport. Maintenant, il y a des conclusions que vous avez tirées dans le rapport. La toute première conclusion, c'est que les pays de la Caraïbe ont développé une certaine résilience. Bon, Haïti, on peut faire une parenthèse, n'a pas encore ce niveau de résilience. Mais vous estimez que malgré ce niveau de résilience, ça pose problème parce que il y a des personnes qui restent pauvres, il y a l'extrême pauvreté et ça crée de fortes inégalités au niveau de la zone. Comment pourrait-on analyser cette première conclusion? Exactement, vous l'avez très bien dit. On a regardé le progrès qui avait été fait jusqu'à maintenant dans la région et on a vu qu'effectivement la région avait quand même mis en place un grand nombre de mécanismes qui permettent de rebondir rapidement après des chocs. Et si je prends l'exemple d'Haïti, il y a quand même certains mécanismes en place qui permettent d'amortir l'impact de certains chocs. Par exemple, les transferts de fonds qui viennent de la diaspora, des Haïtiens qui vivent en dehors du pays, qui sont les plus importants de la région et qui ont tendance à augmenter après le choc. Et ces transferts de fonds sont très importants pour pouvoir rebondir suite à la catastrophe naturelle. Après, c'est vrai que Haïti ont mis en place ces mécanismes. Dans d'autres pays de la Caraïbe, on voit que le secteur privé
a quand même mis en place des plans, a investi dans des instruments comme de l'assurance, a investi dans des infrastructures de backup au cas où les services d'électricité ou d'eau sont suite à une catastrophe. Donc tous ces mécanismes permettent de réduire les impacts. Après, ce qu'on voit, c'est que en général, les populations les pauvres sont protégées et que les catastrophes naturelles ont tendance à amplifier la pauvreté, à amplifier les inégalités dans la région. Pour information, je dois souligner que dans le dernier séisme subi en août dernier, le secteur des infrastructures, les pertes et dommages subis étaient de l'ordre de 176 millions de dollars américains. Donc, que ce soit des routes, que ce soit le secteur énergétique, que ce soit le transport. Donc, Haïti ne peut pas se permettre, avec des investissements aussi faibles annuellement, de subir des pertes et des dommages. Donc, c'était important d'attirer cette attention à notre égard. Donc, vous estimez dans la première conclusion qu'on va faire beaucoup plus parce que ça laisse des traces, surtout les inégalités au niveau régional. Oui, c'est exact. Et ce qu'on trouve, le deuxième message du rapport, c'est qu'il faut faire plus à cause du changement climatique et des nouveaux types de défis que la région va devoir faire face à l'avenir. Le changement climatique rend les catastrophes naturelles existantes plus fréquentes, possiblement dangereuses. Et puis le changement climatique aussi d'autres types de problèmes particuliers avec une augmentation des effets sur la santé à cause de la température et certaines maladies qui augmentent avec l'augmentation de la température. Bien sûr, la montée du niveau des eaux pour des États insulaires est un défi très important et c'est coûteux. Et puis l'impact sur notre culture, encore une fois, on a parlé de la vulnérabilité du système agricole aux catastrophes naturelles, mais le système agricole est aussi vulnérable aux changements de précipitations et de température qui viennent avec le changement climatique et qui a tendance à faire baisser les rendements si les agriculteurs ne sont pas capables de changer leurs pratiques agricoles, le type de semis qu'ils utilisent, etc. Donc il y a vraiment de plus en plus de défis à relever et plus de choses que les gouvernements doivent pour continuer de construire cette défense. Donc, qui veut dire, la première conclusion était assez positive pour les pays de la région, l'ensemble, en dehors d'Haïti, mais le changement climatique, qui est un game changer, à savoir qui va changer tout ce qu'il y a. D'ailleurs, récemment, il y a une grande réunion, on se rappelle très bien le COP. Donc, est-ce que les pays de la région ne sont pas prêts pour ce changement climatique qui va bouleverser le monde et dont les pays les plus avancés ont en grand peur? Donc, vous attirez l'attention dans ce rapport sur le manque de préparation de l'ensemble des pays de la région concernant ce changement climatique. C'est exact. Sur le contexte où la région a souffert de la pandémie, les gouvernements ont dû augmenter beaucoup leurs dépenses publiques pour protéger la population contre le choc économique et le choc sanitaire lié au Covid-19. Et dans ce contexte, il est difficile pour la région de dépenser beaucoup d'argent dans des infrastructures plus solides, des protections côtières, pour commencer à cette nouvelle qui vient avec le changement climatique. Et donc, dans ce contexte, on propose des recommandations à moyen terme et à plus long terme. Pour chaque pays de la région, aussi régional, on essaye de donner des grandes lignes sur les priorités pour commencer à réfléchir à ces impacts. On n'en parle pas trop en Haïti, à savoir le changement climatique et surtout les impacts que ça pourrait avoir. Selon vous, qu'est-ce que l'on devrait craindre en particulier de ce facteur qui est le changement climatique? Et vous avez parlé des zones côtières. Vous savez, nous sommes sur une île et la plupart de nos villes, ce sont des villes côtières. Ce n'est pas seulement le cas d'Haïti. En Floride, lorsqu'on parle de Miami, lorsqu'on parle de New York. Mais qu'est-ce qu'on pourrait craindre, à savoir la montée des eaux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en quelque sorte? Parce que Haïti est extrêmement vulnérable à ce changement climatique. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, mais une chose importante, déjà, de donner de l'information à la population sur comment que la au niveau de la mer va changer les risques d'inondation pour le futur.
Haïti est un des pays qui a eu beaucoup de progrès dans la mise en place, enfin la construction et la mise en place d'aléas, de cartes d'inondation qui permettent d'identifier de façon assez précise quelques zones qui sont dangereuses aujourd'hui. Maintenant, certes, il faut pouvoir les rendre plus grands, ce qui est le cas plus ou moins. Il y a encore des cas pour que le nombre de la population puisse les utiliser pour prendre. Et ensuite, il faut ces cartes régulièrement et expliquer les risques vont changer à l'avenir du changement climatique. Et ça, c'est compliqué. Il y a aussi de l'incertitude sur le degré de sévérité de la mer. Donc, la chose, c'est vraiment de communiquer à la population vont augmenter et qu'il faut prendre ça en compte, prendre des décisions sur où installer sa maison et sa famille, ou son entreprise. Puisque les risques une maison qui aujourd'hui n'est pas forcément exposée aux inondations dans 20 ans. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, on a regardé comment est-ce que les villes s'étendent en Maï et les nouveaux bâtiments en général. On a vu qu'en fait, elles ont tendance à s'installer plus dans les zones inondables. Parce qu'il n'y a pas vraiment de régulation sur l'usage des sols aujourd'hui. On s'installe de plus en plus en zone inondable. Pour pouvoir l'arrêter, il faut que le gouvernement communique et mette en place des plans du sol, c'est-à-dire que les zones les plus dangereuses, dites construction, et puis favoriser la construction des nouvelles infrastructures dans des zones plus qui resteront sûres ni l'impact du changement climatique. Et il y a autre chose pour protéger les zones côtières, protéger les sables, le sable des plages, et puis vraiment essayer de travailler avec des solutions basées sur la nature, qui sont beaucoup moins chères, protéger les mangroves, les zones humides, qui sont en fait des buffers naturels, plus ou moins permettent de vraiment réduire l'impact des tempêtes et des tiers, un coût relativement faible. Je suppose que le rapport, l'esprit, c'est surtout de donner des conseils aux policymakers, à savoir les responsables publics, mais également aux entrepreneurs, aux ménages, parce qu'ils seront les plus affectés directement. Donc, pour prendre cette décision, il faut avoir des bases de données sur un mapping sur ces régions les plus vulnérables. Il faut de l'information. Mais est-ce que du côté de la Banque mondiale ou encore d'autres bailleurs, vous avez développé des mécanismes ou encore des procédures, des normes qui sont là pour savoir comment collecter ces informations pour prendre les bonnes décisions? Donc je vois qu'il y a tout un champ d'études en ce sens pour les pays les plus vulnérables, mais on sait qu'on n'a pas les moyens. Comment on pourrait aider à ces pays en utilisant les technologies de l'information et de la communication pour d'abord avoir les données, ces grandes bases de données de vulnérabilité au niveau géographique et comment prendre ces décisions? Alors c'est une très bonne question et effectivement un sujet sur lequel la Banque mondiale travaille en collaboration avec les pays et en collaboration avec CEDIMA, l'Agence régionale de gestion des catastrophes naturelles, et qui est en train de mettre en place une plateforme publique dans laquelle toutes ces données de risque pourront être stockées et disponibles. Donc après, bien sûr, comme vous tenez, il y a des lois, des normes qui doivent être mises en place, aussi des lois sur certaines données, sur la transparence des données, et c'est quelque chose que les experts de la Banque mondiale peuvent travailler avec les gouvernements. Je pense qu'en général, dans la région, étant donné que les gouvernements ont une capacité limitée, tellement de problèmes à gérer, c'est vraiment important de travailler avec des organismes régionaux comme CEDIMA ou d'autres pour mettre en place ce type de ressources et de chaque État.
Et là, je crois qu'un travail de communication est tout aussi important dans la mesure où ce n'est pas l'affaire exclusivement des leaders politiques ou encore publics, je pourrais dire, mais également les grands perdants, on en disait. Lorsque dans un pays comme Haïti, plus de 800 millions de dollars américains de dommages et pertes au niveau du secteur logement, et j'en disais ça récemment aux responsables des Nations Unies, lorsqu'on voit le secteur logement, certainement il y a l'aspect social dans tout ça, mais c'est comme un bien économique, c'est un investissement et que l'on perd également. Donc oui, il y a des blessés, mais vous perdez une partie de votre capital et ça en pâtit. Donc tout ceci, c'est à prendre en considération parce que ceux qui ne sont pas morts, qui survivent, donc ils peuvent se retrouver dans une situation non seulement de perte de revenus, mais également de perte au niveau de leur capital, de tout ce qu'ils ont bâti, même pour l'avenir et de leur famille ou leur avenir personnel en quelque sorte. Donc ce sont des choses extrêmement importantes et je crois que c'est ça l'avantage de ce document, résilience à 360 degrés, de ne pas avoir exclusivement ceux qui vont mourir, ceux qui vont être victimes, mais l'aspect holistique qu'il faudra prendre en considération, car le PDNA nous montre qu'il y a 4 secteurs. Il y a les secteurs sociaux qui ont été les plus victimes, il y a les secteurs productifs, les secteurs transversaux, l'environnement. Donc, le dernier séisme que nous avons subi, ça a causé des pertes considérables de plus de 40 millions de dollars américains dans l'environnement avec des terres qui ont été affectées et sans oublier les infrastructures. Donc l'aspect holistique, comment vous allez vendre ça, comment vous allez aider les pays à s'approprier de ces documents pour faire comprendre qu'il y aura d'autres catastrophes. Ce sont des risques extrêmement importants et votre survie, votre qualité de vie en dépend en quelque sorte. Ce travail de communication, comment vous voyez tout ça? Alors, une partie du travail de communication, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers cette interview. Après, on travaille aussi directement avec les gouvernements et les profils pays qu'on a mis en place, qu'on a construits pour le rapport et qui sont disponibles publiquement sur Internet, sont aussi la base du dialogue qu'on veut avoir avec les gouvernements sur les priorités pour construire la résilience. Et je voudrais revenir sur ce que vous dites sur les infrastructures. Effectivement, les dommages en infrastructures sont très élevés. Les gouvernements n'ont pas forcément les fonds disponibles pour tirer énormément dans des infrastructures qui sont, ou en tout cas, dans l'ensemble des infrastructures qui soient plus solides. Et donc, ce qui est vraiment important aussi, c'est de faire des analyses pour regarder quelles sont les infrastructures qui sont vraiment critiques pour le fonctionnement du pays, en particulier le fonctionnement du pays pendant une crise, et investir les ressources limitées des gouvernements dans ces infrastructures critiques. Donc s'il y a une route qui est particulièrement importante parce qu'elle permet de connecter une ville avec l'hôpital, un pont, une centrale électrique, c'est vraiment ces infrastructures qu'il faut renforcer en priorité. Et puis pour le reste, avoir des solutions pour restaurer les services le plus vite possible, pour rétablir les services le plus vite possible quand les infrastructures sont endommagées. Après, qui je pense est tant sur le thème des infrastructures, c'est les codes de construction et le contrôle de la façon dont les bâtiments sont construits. Parce qu'en fait, en Haïti aujourd'hui, il y a des lois sur les codes de construction, mais elles ne sont pas très clairement mises en œuvre. Et puis, il y a différents types de codes. Et donc, il faudrait pouvoir clarifier les codes. Également en travaillant avec les organismes régionaux au niveau de la Caraïbe, pour mettre en commun peut-être les inspecteurs, les experts, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'experts dans la région sur ces codes de construction. Et puis, vraiment essayer de mettre ça en place aujourd'hui pour que tous les nouveaux bâtiments qui sont construits en Haïti soient pris aux normes de façon à résister aux... Vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique, une émission produite par Groupe Croissance et diffusée sur Radio et Télémétropole en week-end. Donc nous allons prendre une pause et nous nous retrouvons pour la troisième et la dernière partie de l'émission. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH,
c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, me renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou ap jwenni dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le magazine économique, le rendez-vous économique, comme je le disais, une émission produite par Groupe Croissance et diffusée par Radio et Télémétropole. Nous sommes depuis Washington avec Julie Rosenberg qui analyse pour nous un dernier rapport sur la Caraïbe, particulièrement les chocs subis par cette zone, résilience 360 degrés. Donc, Julie, on a posé les problèmes. Donc, maintenant, il y a des recommandations qui ont été faites. Vous avez parlé tantôt de support au gouvernement. Je suppose, quand on parle de gouvernement, on voit ça au pluriel, pas seulement le gouvernement central, mais les gouvernements locaux doivent s'y préparer. Donc, regardons l'aspect financier. Haïti a bénéficié, je crois, de plus de 40 millions de dollars américains d'une assurance régionale. Et 40 millions de dollars, mais nous avons besoin de 2 milliards de dollars américains rien que pour la péninsule sud, car 15% du PIB a été affecté par ce séisme. Il va y avoir d'autres, car il y a d'autres failles au niveau d'Haïti, donc il faut anticiper tout ça. Donc dites-nous, quelles sont les principales, donc, et concernant le gouvernement, la recommandation faite au gouvernement central et aux gouvernements locaux? Le financement, donc vous avez parlé du mécanisme d'assurance régionale. C'est une petite partie disponible après une catastrophe et c'est utile, mais en général on recommande d'avoir une série d'instruments qui permettent d'être déployés pour des types d'événements ou les uns après les autres pour pouvoir débloquer les ressources financières très vite après un événement. Le gouvernement peut aussi, quand c'est possible, essayer d'avoir de l'argent de côté dans des fonds qui peut être dépensé immédiatement. Après, ce qui est important, pas seulement de mobiliser des fonds, en place des mécanismes pour utiliser cet argent de façon efficace. Là-dessus, ce qui est important, c'est d'avoir des contrats précis avec entreprises qui vont venir aider à reconstruire. Parce que si ce type de passation de marché est fait dans l'urgence après une catastrophe, en général, les prix sont exorbitants et le gouvernement se trouve à payer beaucoup plus que ce qu'il pourrait s'il avait négocié à l'avance ce type de contrat. Et puis après, c'est bien aussi de réfléchir, de calculer à l'avance combien d'argent est nécessaire pour dépenser les transferts sociaux, et les dépenses médicales d'urgence à une catastrophe naturelle. Parce que une façon de protéger les plus pauvres, c'est de leur transférer l'argent juste après une catastrophe naturelle, qu'ils puissent tout de suite reconstruire leur source de revenus et puis surtout continuer à acheter à manger. Et là-dessus,
répondre rapidement, c'est vraiment important que le gouvernement ait mis en place des mécanismes pour augmenter ce transfert. Et également, pendant la pandémie, montrer d'une certaine façon la pression de la région à répondre à un choc important, puisque la plupart des pays, tous les pays, et Haïti en particulier, a augmenté les transferts sociaux aux ménages pour les suites à la pandémie, et ça a permis de limiter un petit peu. Donc ça voulait dire que la gestion de risques et désastres devait être intégrée, même lorsque le pays n'a pas connu pendant 3 ou 4 ans, à savoir de catastrophes naturelles. Donc on doit être prêt pour réagir rapidement. D'ailleurs, un terme que l'on connaît pas seulement pour Haïti, le disaster capitalism, à savoir le capitalisme de désastre. Donc il va y avoir parfois des vautours, si on peut exprimer le terme, qui vont débarquer pour essayer d'utiliser tout ce qu'il y a pour faire beaucoup plus d'argent. Il y a des gens qui en profitent en quelque sorte, pas seulement au niveau d'entreprises privées, mais des ONG parfois que l'on crée rapidement. Donc c'est toute une gestion et qu'il y a des professionnels en la matière, que ce soit au niveau central, et je persiste, au niveau local, pour que l'on puisse mieux gérer, anticiper et réagir rapidement. Exactement. Et au niveau local, il y a un rôle important des gouvernements, coordonner la réponse avec les équipes de pompiers, les équipes de sauveteurs, distribuer de l'argent et de la nourriture et des médicaments, et puis faire en sorte que les gens puissent avoir accès à des endroits en sécurité. Leur maison a été détruite, par exemple. Deuxième point, c'était particulièrement, vous allez dire, c'est les ménages. Parce que le gouvernement peut vous protéger, mais vous perdez directement. Et parfois, le gouvernement n'aura pas assez d'argent pour aider tout le monde. Ils vont certainement aider les plus vulnérables. Donc, parfois, vous retrouvez la partie de la classe moyenne. Et vous pouvez être la plus grande victime parce que, comme on disait, votre maison est détruite. Vous devez commencer à zéro. C'est parfois toute une vie qui a été mise en place. Et qu'est-ce que vous conseillez particulièrement aux ménages dans la gestion? Alors, pour les ménages, une partie des choses à faire, si possible, c'est d'acheter de l'assurance. Après, l'assurance raisonnable, pas forcément disponible dans la région. Et là-dessus, on conseille de travailler avec le gouvernement pour rendre disponible ce type d'outils. Les ménages peuvent aussi, si les systèmes d'alerte en place, protéger leur possession de valeurs plus élevées pour être mettre dans des endroits sûrs à l'avance de la catastrophe. Après, c'est vrai que pour les séismes, c'est très à dire, et donc c'est difficile de pouvoir se mettre à l'abri et mettre à l'abri ces objets de valeur le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez collecté des informations concernant la culture d'assurance? Parce que les risques sont élevés. Est-ce que les ménages protègent leurs biens? Je parlais tout le temps, c'est une vie. Et c'est peut-être l'investissement le plus important de votre vie, une maison. Est-ce qu'il y a une culture d'assurance dans la région? Est-ce que vous avez pu évaluer tout ça? Donc sur l'assurance, ce qu'on remarque, c'est qu'en général, l'accès est encore trop faible dans la région par rapport au niveau de risque. Et ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi est-ce que les ménages ne veulent pas acheter ces produits d'assurance. C'est possible que les produits soient chers, puisque c'est vrai que dans la région, les produits d'assurance sont plus élevés que dans des autres pays. Et après, ça peut être aussi le fait qu'ils pensent que ça ne vaut pas le coup, ne font pas confiance ou c'est sur le fait qu'il n'y aura pas de catastrophe qui va détruire leur maison dans les 10-15 prochaines. Donc là, il faudrait renforcer l'éducation financière parce que là, c'est un investissement que représente la maison et également encourager les gens à respecter les normes, les codes. Vous en parlé tantôt. Je suis sûr, en Haïti, on a reconstruit beaucoup de maisons. On était vraiment dans un esprit pour entrer dans la maison et ce ne sont pas des professionnels. Vous disiez, dans la région, nous n'avons pas assez de professionnels pour donner tout ça. Et comment inculquer aux gens à avoir cette notion qu'attention, non seulement votre vie est en danger, mais même si vous n'êtes pas victime, mais vous allez en perdre financièrement en quelque sorte. L'importance de l'assurance, cette culture d'assurance. Il y a beaucoup de questions à faire de la
parlements locaux ou nationaux. Il y a aussi un rôle pour le système éducatif et les universités. Donc, apprendre ces concepts de la population. Et puis, les universités, vous parliez du manque de compétences. Je tiens un rôle là pour les universités pour proposer plus de cursus, pour former des gens à la mise en place de construction, à la construction vivante, et puis aussi plus de... en fait, c'est très dans ce contexte de voir des plans et d'être capable de porter ces plans, que ce soit d'utilisation d'air, de développement urbain, de type de construction. Tout l'aménagement du territoire, c'est fondamental. On va terminer avec un cas bien spécifique, particulièrement la BID qui a aidé Haïti, certainement un prêt, vous savez, d'être concessionnel, apporter un peu de lumière pour nous et un éclaircissement. La BID a construit une route Jérémy-Caille, donc cette route a été très touchée également par le séisme. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'assurance pour ce genre d'infrastructure importante, plusieurs millions de dollars américains? Est-ce que vous en connaissez? Partagez avec nous si c'est le cas. Comment l'État haïtien pourrait prendre une assurance sur cette route en cas d'une catastrophe naturelle, particulièrement un tremblement de terre? En général, on appelle ça des partenariats publics-privés, ou par exemple, entreprise qui est en charge de construire la route et aussi en charge de maintenir le niveau de fonctionnement de la route. Donc, bien sûr, dans les entreprises privées, c'est jamais de remettre en état la route, quel que soit l'événement. Oui, après, les entreprises privées vont refuser de reconstruire la route quoi qu'il arrive. On appelle des cas de force majeure. Dans ce cas-là, c'est au gouvernement de reconstruire la route ou de refinancer la route si jamais c'est un aléa trop important qui est responsable de la gestion. Et dans ce cas-là, c'est à travers le budget de l'État et le budget des entreprises publiques qu'il faut acheter des produits d'assurance comme ceux dont on parlait plus tôt, qui sont les régionaux ou des produits que propose aussi la Banque mondiale de débloquer des fonds très vite en cas de catastrophe et puis c'est utilisé pour construire des infrastructures. Je disais pour finir que le timing était parfait pour Haïti, ce document, Résilience à 360 degrés. Donc, quelle grande leçon que nous, en Haïti, qu'on pourrait tirer et quel intérêt qu'on pourrait avoir dans ce rapport, cette étude publiée récemment par la Banque mondiale? Alors, je pense que l'avantage de l'étude, c'est de vraiment montrer toutes les choses qui doivent être faites pour construire de la résilience. Il y en a une partie qui est très coûteuse et qui n'est pas forcément accessible tout de suite au gouvernement qui n'a pas forcément les ressources. En revanche, il y a plein d'autres choses qui permettent d'augmenter la résilience des ménages et des entreprises qui peuvent être faites à court terme et qui ne sont pas forcément coûteuses. Et en particulier, l'augmentation des systèmes de protection sociale pour les personnes les plus vulnérables, des protections peut-être pour les agriculteurs et simplement un accès à certaines techniques ou technologies qui permettent d'être plus résilients dans le secteur agricole peuvent aussi être très intéressants. Pareil pour la pêche. Et puis, on a mentionné l'accès aux données. Haïti a déjà produit des données de haute qualité sur les risques avec des cartes d'inondation et des cartes d'aléas. Mettre ces données disponibles et communiquer auprès des populations à propos des risques et expliquer comment utiliser ces données, c'est déjà à court terme quelque chose qui peut avoir un impact. Voilà, merci beaucoup Julie Rosenberg d'avoir permis au public haïtien, on parlait de communication, de bien comprendre ce qui se passe au niveau de ce document et de s'approprier de tout cela pour qu'on puisse vraiment faire face aux défis que nous aurons à faire parce que le siècle sera dominé par le changement climatique. Haïti n'est pas prêt, n'est pas un pays résilient, donc on doit mettre les bouchées doubles pour avancer en quelque sorte. Merci et compliments pour ce travail. Merci beaucoup. Ciao, à la semaine prochaine.